Confluent, avec Catherine Égaud et Mathieu Lavigne. Bonjour Catherine. Bonjour Mathieu. Nous rencontrons cette semaine l'honorable Manon Janotte, lieutenant-gouverneur du Québec depuis le 25 février 2024. En effet, Mathieu, l'honorable Manon Janotte est la deuxième femme et la première autochtone à occuper cette prestigieuse fonction. Micmac de la communauté de Guespeg, en Gaspésie, Madame Janotte a grandi en banlieue de Montréal, dans un milieu familial très proche de ses racines autochtones. Titulaire d'un EMBA McGill HEC Montréal, notre invité cumule plus de 20 ans d'expérience auprès des Premières Nations dans les domaines de la politique, de la gouvernance et de la défense des droits. L'honorable Manon Janotte a ainsi été conseillère de la communauté Micmac de Guespeg de 2003 à 2008 et de 2011 à 2015, puis elle a occupé la fonction de chef de 2015 à 2019. Elle a également été la co-initiatrice de l'École des dirigeants des Premières Nations, qui est affiliée à HEC Montréal et qui a ouvert ses portes en novembre 2021. Elle en a d'ailleurs été la directrice de février 2022 jusqu'à sa nomination comme lieutenant-gouverneur du Québec. Au microphone de Confluent, l'honorable Manon Janotte évoque ses racines, son parcours professionnel, ses fonctions de lieutenant-gouverneur du Québec et ses aspirations, notamment en ce qui concerne la réconciliation. Honorable Manon Janotte, Goué. Kwe, Woliexikpuk. Bon matin à Mi'kmaq. Merci beaucoup, vraiment, honorable Manon Janotte, de nous recevoir, Wellalin, vraiment nous recevoir ici dans vos bureaux à Québec. Ben, merci d'avoir pensé de faire cet entretien-là. Je suis très heureuse de vous recevoir ici. Manon Janotte, vous êtes la lieutenant-gouverneur du Québec depuis un peu plus d'1 an. Vous êtes la deuxième femme à occuper cette fonction et la première autochtone. Alors, je voudrais vous ramener tout d'abord à une phrase que vous avez dite et qui pourrait paraître un peu mystérieuse a priori. Vous dites « Je suis née indienne et je vais mourir Micmac ». Qu'est-ce que ça veut dire? Moi, j'ai grandi dans cet environnement-là de la loi sur les Indiens, des réserves, des conseils de bande. Maintenant, on emploie plus Conseil Premières Nations, communauté, et on s'appelle par nos nations. Moi, je suis Mi'kmaq. Alors, moi, quand je suis née, on était dans cet environnement-là. Puis, on disait tout, ces Indiens-là, ces Indienneries-là. Mais aujourd'hui, c'est nos nations, puis on est fiers. On est fiers de nos nations. Alors, c'est pour ça que j'ai dit, oui, je suis née indienne et je vais mourir Mi'kmaq. Parce que on a aussi une prise de conscience de notre côté, à savoir que la loi sur les Indiens, c'est pas ça qui nous régit. C'est vraiment nos façons de voir la vie, c'est nos façons de se comporter et on se réapproprie nos traditions. Et donc, vous êtes Mi'kmaq de la communauté de Guespeg, en Gaspésie, mais vous avez grandi en banlieue nord de Montréal. Est-ce que vous diriez que malgré la distance, vous avez tout de même grandi dans un milieu culturellement fort, un milieu Mi'kmaq? Oui. En fait, pour un peu aller dans l'histoire, dans le fond, de ma communauté, à un moment donné, à Gaspé, ça grouillait, il y avait beaucoup de travail, puis à un moment donné, il y a eu une baisse, puis il y a eu une migration des Mi'kmaq de Guespeg et même, je dirais, un peu de Guescapéguiag et Lestugouche vers Montréal. Les gens ont parti de Gaspé pour s'en venir vers Montréal. Il y en a qui ont arrêté sur la Côte-Nord, en Abitibi, etc. Il y en a qui ont continué plus loin, mais il y a une grande proportion de ma communauté qui est à Montréal. Et on se rencontrait souvent. Mon père était très actif, mon grand-père était très actif et j'ai grandi dans ce milieu-là. Tellement que chez moi, même si on était dans la région de Montréal, mes amis me disaient c'est bizarre chez vous. C'est étrange, j'avais ça fonctionne. Ben oui, c'était
On avait notre philosophie Mi'kmaq. Nos portes étaient toujours ouvertes. Il y a des gens qui arrivaient, qui rentraient une journée, une semaine, un mois, un an, qui arrivaient chez nous, on les gardait, puis ils repartaient. Mais c'est ça la philosophie de nos nations, c'est que nos portes sont ouvertes, puis on rentre, puis on sort, puis on se mélange entre communautés aussi. Alors oui, j'ai été élevée dans cette philosophie-là. Et en plus, mon premier voyage en Gaspésie, je l'ai fait à 3 semaines. Ah oui? Et ça n'a jamais arrêté depuis ce temps-là. J'ai toujours fait le voyage entre Montréal et Gaspé régulièrement. Ah oui. Bien avant d'être lieutenant-gouverneur du Québec, vous avez commencé à travailler auprès des Premières Nations, notamment comme directrice générale de Femmes autochtones du Québec. Oui, effectivement, en 2003, mais si vous me permettez, j'irai avant ça, en 1998. J'ai écrit un mémoire avec Parc Canada. Ce qu'on voulait faire, c'était la reconnaissance des Mi'kmaq en Gaspésie. Alors, j'ai écrit un mémoire là-dessus. Et c'est comme ça que j'ai commencé à être impliquée au niveau de ma communauté, après ça de la nation, puis après ça a été un petit peu plus loin, je dirais, et avec l'implication justement de directrice générale à la Femme autochtone du Québec. Quel regard vous posez maintenant sur votre passage à Femmes autochtones du Québec? Qu'est-ce que vous en avez appris? Quels étaient vos défis? Quelles sont les choses que vous avez pu concrétiser avec Femmes autochtones du Québec? Ma plus grosse réalisation, c'était l'ouverture du bureau du CAVAC, la portion autochtone à Val-d'Or. C'était ça ma plus grosse réalisation, et c'était d'assurer une présence Première Nation, Anishinaabe, pour accompagner les femmes victimes de violences. Soit au poste de police ou dans toute la structure, quand ils déposaient une plainte, c'est de s'assurer qu'elles n'étaient pas seules. Est-ce que ça vous a permis de tisser des liens aussi entre les nations, entre femmes des différentes nations? Effectivement, je dirais, à un moment donné, à mes 18 ans, je me suis dit, aujourd'hui, je me suis levée un matin et j'ai dit, moi, je suis plus une Indienne. Parce que c'était trop lourd, c'était difficile, puis c'était pas parce que j'avais pas la fierté d'être Mi'kmaq, j'ai toujours été fière de mes origines, je le disais à tout le monde, mais la relation qu'on avait avec le gouvernement, toute la pression qu'on avait, c'était difficile, et je l'ai ressenti encore en 2003 avec Femmes autochtones du Québec. J'ai participé à des discussions avec les femmes, des cercles de partage, toute la violence qu'on a vécue. Puis j'écoutais les femmes, puis à un moment donné, ça devient trop. À un moment donné, on décroche parce qu'on dit, je suis plus capable, là, on n'est plus capable. Fait que c'était dans ça qu'on était. Puis je sens la différence aujourd'hui. À un moment donné, puis je peux pas dire en quelle année, il y a eu un point tournant qu'on sent qu'on est en train de se sortir de ça. Peut-être justement avec la réconciliation, c'est de dire on se réconcilie, nous, avec nous-mêmes. Parce que c'est ça aussi la réconciliation au niveau des Premières Nations. C'est il faut se réconcilier avec notre passé, se guérir pour être capable de s'ouvrir à l'autre. Il y avait beaucoup de ça, beaucoup de cercles de partage avec les femmes pour pouvoir leur permettre de parler, de s'exprimer, de se guérir. On le fait pendant des années. Je pense que maintenant, on est rendu ailleurs. Honorable Manon Janotte, vous vous êtes longuement impliquée en politique au sein de la communauté Mi'kmaq de Gaspé. D'abord comme conseillère de 2003 à 2008, puis de 2011 à 2015. Et vous avez ensuite occupé la fonction de chef de 2015 à 2019. Gaspé fait partie de quelques communautés autochtones du Canada qui... C'est pas une réserve. C'est un statut particulier de sans réserve. C'est ça. Il y a pas d'assise territoriale. Ça doit entraîner des défis importants, notamment au niveau de la gestion de la communauté, de sa vie démocratique. Comment vous avez vécu ça comme conseillère, mais surtout comme chef? C'est effectivement particulier, puis ça peut être difficile à comprendre, même pour les communautés sur réserve. On est à peu près une 50aine, je crois, au Canada à être sans réserve. Quand tu es sur réserve, toute la loi sur les Indiens s'applique. Quand tu es hors réserve ou tu es sans réserve, il y a que des parties de la loi qui s'appliquent. Toutefois, moi, je suis régie par Santé Canada comme autochtone. Alors, la communauté a quand même une responsabilité puis une charge concernant la santé. Un autre exemple, c'est l'employabilité. Admettons, quelqu'un de la communauté s'en va à Emploi Québec. La première question qui lui est posée, êtes-vous autochtone? Oui. De quelle communauté? Ah, OK, vous avez vos services dans votre communauté. Même si on est sans réserve,
on a quand même ces services-là dans notre communauté. Le défi de Gaspé, c'est de pas avoir tous les gens de la communauté autour de la communauté. On est éparpillés un peu partout, à Québec, à Montréal, dans d'autres provinces, Nouveau-Brunswick, Ontario, Colombie-Britannique, même en France, aux États-Unis. Quand tu es sur le territoire du Canada, la communauté doit quand même prendre en charge. Quand tu es en dehors du pays, c'est autre chose. Mais il y a quand même ce défi-là pour la communauté de rendre un service à l'ensemble des citoyens de Gaspé, peu importe sont où dans le Canada. Juste pour faire un petit rappel, les Mi'kmaq sont au Nouveau-Brunswick, en Nouvelle-Écosse, un peu à Terre-Neuve et en Gaspésie. Oui, tout dans l'Est, oui. La communauté de Gaspé, elle fonctionne beaucoup en français, de ce que je peux voir. Communauté bilingue. Ah, c'est une communauté bilingue, oui, c'est ça, parce que les autres communautés français-anglais Mi'kmaq qui sont sur le territoire aujourd'hui appelé Québec, je pense qu'elles fonctionnent davantage en anglais. À l'Est-Gouge sont bilingues, okay. en anglais Mi'kmaq. Okay. À Gaspé-Pigague, c'est la seule communauté qu'on peut compter trilingue. C'est pas toutes les personnes qui parlent français, mais il y a beaucoup de personnes qui parlent français, mais c'est anglais, Mi'kmaq, français. Et Gaspé, c'est bilingue, anglais-français. La langue a survécu, elle se parle encore. Oui, très bien. Puis nous, à Gaspé, on essaie de se la réapproprier par des cours. On fait toutes sortes d'activités pour s'assurer qu'on la réintègre. On est là-dedans. Ouais, des outils pour la transmettre aussi. Oui. Gaspé-Pigague et l'Est-Gouge nous aident beaucoup, puis ils ont développé beaucoup d'outils. Il y a une résurgence culturelle. C'est ça. C'est le fun. Oui. Et Manon Janotte, quelle est votre plus grande fierté lorsque vous repensez à vos années de politique à Gaspé, comme conseillère, mais comme chef de la communauté aussi? Il y en a tellement, mais le rapprochement. Quand j'ai été élue chef, ma première entrevue à la radio était de dire que moi, je voulais avoir un rapprochement avec la ville de Gaspé, puis de dire, souvent on parle d'inclusion. J'aime pas tout le temps le mot inclusion, mais là, je dis, OK, si on parle d'inclusion, on va parler d'inclusion de part et d'autre, ce qui veut dire, on inclut Gaspé dans Gaspé, mais on inclut Gaspé dans Gaspé. Alors, j'ai débuté mon mandat comme ça. Et on était une des premières communautés, je dirais, à signer une entente avec la ville de Gaspé, avec une ville de proximité. Alors, Gaspé et Gaspé ont signé une entente de collaboration. Et tellement que Gaspé et Gaspé, on s'est rendu à Saint-Malo, en France, où est-ce que Jacques Cartier est parti pour discuter avec le maire de Saint-Malo comment on pouvait faire une collaboration Gaspé et Saint-Malo. Fait que ça, c'était intéressant de développer cette relation-là, relation qui perdure encore entre Gaspé et Gaspé. Et c'est un rapprochement à travers le temps aussi avec Saint-Malo, pas seulement dans l'espace. Honorable Manon Janotte, un autre grand jalon de votre parcours, c'est que vous avez été la co-instigatrice de l'École des dirigeants des Premières Nations, qui a ouvert ses portes en novembre 2021. Vous en avez été la directrice aussi, de février 2022 jusqu'à votre nomination comme lieutenant-gouverneur du Québec. Quel est l'objectif de cette école-là? À quoi sert-elle? À qui s'adresse-t-elle? Qu'est-ce qu'elle vise? L'École des dirigeants des Premières Nations est destinée directement, en premier lieu, aux Premières Nations. Et c'est une école exécutive. Ce qui veut dire que c'est une école qui est destinée à des gens qui sont dans des postes, qui sont en fonction pour les aider à se doter d'outils. Moi, quand j'ai été élue chef, en même temps, il y avait l'arrivée de Justin Trudeau au pouvoir. Il y a eu tout un travail qui s'est fait du gouvernement fédéral pour dire notre but est de fermer le ministère, puis on va décentraliser tous les pouvoirs dans les communautés, on va leur redonner leur pouvoir. Nous, ça nous a donné énormément de travail, ça nous fait peur à un moment donné, mais content d'un autre côté en disant OK, oui, on se réattribue tout le pouvoir, les responsabilités, mais faut être prêt. Et dans le faut être prêt, faut se donner les outils pour être prêt.
Alors, l'École des dirigeants des Premières Nations était aussi dans cette philosophie-là d'aider les communautés à se doter d'outils, avoir les moyens pour assurer toutes les responsabilités et pouvoirs qui seraient décentralisés dans les communautés par rapport au ministère. La construction de l'École des dirigeants des Premières Nations s'est faite sur le two-eyed saying. C'est l'équilibre des deux yeux, c'est la vision des deux yeux qui a été développée par Albert Marshall, qui est un Mi'kmaq. C'est quand même une philosophie autochtone. L'équilibre entre les deux yeux, c'est-à-dire que à l'École des dirigeants des Premières Nations, on enseigne en binôme. Un formateur de HEC Montréal ou autre, avec toute la notion académique, et un formateur terrain Premières Nations qui assure d'avoir une construction de matériel qui répond à la réalité Premières Nations du terrain. C'était ça le but, et c'est comme ça qu'on a eu la vision de l'École des dirigeants des Premières Nations. Donc l'idée de base, c'était que les Autochtones récupèrent les leviers un peu économiques, politiques, sociaux, administratifs des communautés? C'est leur donner des outils, parce que ça se fait en amont, d'avoir les leviers qui viennent avec, ça se fait en amont, parce qu'on est dans un tournant en ce moment avec la réconciliation. On parle de réconciliation économique, on parle de différents niveaux de réconciliation. C'est qu'il y a des entreprises qui approchent des communautés. Il faut que les communautés soient prêtes, il faut que les entreprises sachent comment le faire. Alors, c'est tout ça entourant tout ce qui se passe en ce moment pour donner des moyens de le faire correctement. On voit de plus en plus de projets se faire en collaboration. Chez les Mi'kmaq, nous, on a notre parc éolien. On est propriétaire du Misgagoojuzun, qui est Grand Vent en français. Et c'est un partenariat. Et je sais pas si vous savez, on vient d'acquérir le 51% du Hilton ici à Québec. Ah. Oui, fait que le Hilton, maintenant, le Hilton Québec, appartient à un consortium de Premières Nations à 51%. Alors, là, ce qu'on voit dans les réconciliations économiques, c'est la réintégration aussi des partenariats commerciaux autochtones comme on avait avant, pour être capable aussi d'avoir un partenariat économique autochtone, non autochtone. À l'École des dirigeants des Premières Nations, comment ça fonctionne, les formations? Si mon souvenir est bon, il y a un élément présence, virtuelle et en communauté? Effectivement. On avait 2 buts dans ça. C'était de faire vivre aux Premières Nations qui s'inscrivent une expérience HEC Montréal et une fierté de dire oh, « je mets les pieds à HEC Montréal ». Alors, toutes les formations débutent à HEC Montréal. On a des modules en virtuel. Et ensuite de ça, on en a un en communauté. Ce qui veut dire, c'est qu'on veut faire vivre une expérience aux professeurs d'HEC Montréal de se déplacer en communauté pour que eux comprennent c'est quoi vraiment la réalité et leur faire vivre une expérience pour qu'ensuite, quand ils retournent à HEC Montréal, dans leur formation régulière, puissent comprendre et peut-être adapter leur formation, de voir différemment. Et c'était un but d'HEC Montréal, de pouvoir faire vivre ça à leurs professeurs et de changer la façon d'enseigner à HEC Montréal. Et c'est en train de se faire. Honorable Manon Janotte, le 25 janvier 2024, vous entriez en fonction comme lieutenante gouverneure du Québec, devenant la 2e femme nommée à cette fonction et la première autochtone, on l'évoquait un peu plus tôt dans l'entrevue. Les lieutenants-gouverneurs sont nommés par le gouverneur général du Canada sur la recommandation du premier ministre pour un mandat d'au moins 5 ans. Comment est-ce que vous avez réagi à ce coup de fil vous informant de votre nomination? Il y a eu un moment de silence quand le premier ministre m'a appelé. C'est sûr qu'il y a tout un processus avant, mais très naïvement, quand j'ai reçu le courriel me disant si j'avais de la disponibilité pour discuter avec le premier ministre, c'est sûr, non, mon agenda est vide, là. Même si mon agenda est plein, mon agenda est vide. Puis oui, je vais me rendre disponible pour parler avec le premier ministre en me disant mais peut-être qu'il se pose des questions en 2 ou 3 candidatures pour réaliser la veille de l'entretien. Oh my God, il va m'offrir le poste de lieutenant-gouverneur. Fait que quand je parle avec le premier ministre, il y a un silence quand il me dit je vous offre le poste de lieutenant-gouverneur. Silence total. Puis là, Madame Janotte, êtes-vous là? Allez-vous accepter? Je dis oui, c'est correct. Il dit j'ai eu peur.
C'était... c'est parce que du début jusqu'à la fin, jamais j'ai pensé que j'aurais pu passer l'étape suivante. C'était émouvant. On voit que vous êtes un peu ému de Oui. cette charge-là, de cet honneur-là qui vous a été confié. Effectivement. Et en tant que femme et autochtone, c'est doublement exceptionnel. Oui. Autant que je pensais pas que j'aurais passé l'étape suivante, que quand j'ai été assermentée, ma fille me voyait arriver, puis elle a dit, c'est parfait, ça va être super, c'est ça, c'est là qu'il faut qu'elle soit. J'étais très confortable à mon assermentation. Je peux pas expliquer, je comprends même pas moi-même. Le moment est venu, puis je suis très bien dans la fonction. Oui. C'est surprenant. Justement, ça ressemble à quoi une journée dans la vie de la lieutenant-gouverneur? Les journées ne se ressemblent presque jamais, même si j'ai toujours les mêmes fonctions. Faut comprendre aussi que moi, quand j'ai été assermentée, je me suis laissée guider, j'ai embarqué dans le train qui était déjà en marche parce que le cabinet avait des engagements de janvier jusqu'à juillet. Et j'ai juste respecté les engagements. C'est sûr qu'en plus de ça, il y avait une fierté au niveau des Premières Nations. Fait que j'ai eu des demandes au niveau des Premières Nations que j'ai ajoutées dans le calendrier qui était déjà très chargé. Fait que les 6-7 premiers mois, là, ont été très intenses, puis j'ai juste embarqué. Maintenant, on est plus à prendre notre souffle, quoi, qu'on est très, très occupé. Je sais pas si je peux dire qu'on prend notre souffle. Et ce que nous, on s'est dit en équipe, puis ça s'est jamais vu, c'est qu'on a décidé de faire une planification stratégique. Ça, c'est assez particulier pour un cabinet de lieutenant-gouverneur, même un cabinet tout court, de faire une planification stratégique pour s'orienter dans les 4 prochaines années, pour dire est-ce qu'on veut juste embarquer dans le train, toujours répéter la même chose, ou on veut faire une différence et créer un impact, puis moi, je voulais créer un impact au niveau de la réconciliation. Alors, dans une journée typique, dans ma première année, je peux prendre un café le matin avec des aînés, recevoir un consul ou un ambassadeur ensuite de ça, avoir une activité avec l'Assemblée nationale. Ensuite de ça, c'est de signer les décrets le mercredi, sanctionner une loi le mardi, le mercredi ou le jeudi, avoir une activité avec les Forces armées canadiennes le lundi ou le vendredi ou le mardi soir. Ça ressemble à ça, une journée. Fait qu'aujourd'hui, je vous reçois, on jase, mais ce soir, j'ai une remise de médaille pour le couronnement ici à Québec. Je dirais que je fais une tournée régionale avril-mai avec la médaille de la lieutenant-gouverneur pour reconnaître les citoyens du Québec, jeunes et aînés, pour leur engagement communautaire. Alors, c'est très, très varié. C'est rencontrer des gens, tisser des liens. C'est ce que j'aime aussi de la fonction, c'est que je suis très terrain. Je suis avec les gens, je rencontre les gens, je serre beaucoup de mains. C'est assez particulier parce qu'on dit je suis la représentante du roi, effectivement, mais la représentante du roi est là pour beaucoup le communautaire. Oui, il y a toute la portion constitutionnelle, mais la portion communautaire est très, très, très présente et je suis beaucoup avec les gens. C'est ce que j'aime. C'est ce que j'aimais quand j'étais chef parce que j'étais une personne de terrain. La fonction de lieutenant-gouverneur ne fait pas l'unanimité au Québec. C'est une fonction qui est assez remise en question. Comment est-ce que vous vivez cette situation-là? Puis aussi du fait que vous êtes autochtone, est-ce qu'il y a un paradoxe là-dedans, du fait que vous représentez la couronne, ou au contraire, c'est dans la continuité des relations de nation à nation des couronnes avec les nations autochtones au début de la colonie? Le fait que c'est contesté, je vais juste l'accepter. Ça, c'est pas de mon pouvoir, c'est pas de mon ressort. Quand je me promène à travers le Québec, que je rencontre les citoyens ont une grande ouverture au lieutenant-gouverneur, sont toujours très fiers, stressés, sont « Oh my God, je rencontre la lieutenant-gouverneur du Québec. » Puis quand ils entrent en contact avec moi, ils me disent « Oh, c'est tellement le fun, je suis contente de vous avoir vu, vous êtes accessible. » Donc, c'est pas un problème quand je me promène au Québec comme lieutenant-gouverneur. Je reçois toujours une belle ouverture, je suis toujours très bien reçue et ma relation avec l'Assemblée nationale est très, très bonne. Alors, à ce point de vue-là, et au niveau de la communauté autochtone, si on peut dire ça ainsi, c'est très, très bien reçu aussi. Donc ça contribuerait à la réconciliation aussi. Vous pensez entre les communautés et l'État canadien, l'État québécois en l'occurrence?
Pour moi, c'est ça. Je crois que mon rôle comme autochtone, comme lieutenant-gouverneur, c'est justement un pas de plus vers la réconciliation. Et je peux quasiment dire que je suis la réconciliation moi-même en tant que couronne autochtone. Ah oui. J'ai comme les deux chapeaux, hein? Symboliser cette réconciliation-là. Oui. Honorable Manon Janotte, vous en êtes au tout début de votre mandat de lieutenant-gouverneur du Québec. Est-ce que vous savez déjà quel héritage vous aimeriez laisser? C'est pour ça que nous avons fait, au lieu d'attendre après nos 5 ans puis dire voici le legs, c'est une des raisons pourquoi on a fait une planification stratégique pour tracer notre route. Et notre route, c'est la route vers la réconciliation. Pour moi, dans 4 ans ou dans 5 ans, parce que c'est un mandat de 5 à 7 ans, des fois c'est juste 5 ans, mais des fois c'est un petit peu plus long, c'est de dire dans 5 ans ou dans 4 ans, j'aimerais qu'on dise notre route vers la réconciliation. Ça a progressé, on a fait un grand pas, on a avancé beaucoup, on a créé un impact parce qu'on a ouvert des dialogues entre les Autochtones et non-Autochtones. Parce que les gens, des fois, me demandent comment on peut aider dans la réconciliation. Moi, je leur dis, en apprenant, en comprenant, c'est de lire, c'est d'aller chercher l'information, c'est de faire tomber les préjugés, puis c'est de comprendre. Puis ensuite de ça, c'est d'être capable de s'asseoir à une même table, tout le monde ensemble, et discuter de tous les sujets intéressants qui touchent autant les Premières Nations que les Autochtones, Inuits et les Québécois. Parce que, veux pas, tu sais, le sirop d'érable, hein? Maintenant, il est très québécois, le sirop d'érable, mais il a été découvert par nos ancêtres. Le maïs, c'est la même chose. Les courges. Il y a tellement de choses qui est autochtone qu'on sait pas, mais qui est rendu québécois. Qui est autochtone québécois. Qui est autochtone canadien, qui est autochtone du monde. C'est ça, je pense, pour moi, c'est d'être capable de discuter de toutes sortes de choses, qui est moins de préjugés. De voir mieux ce qui nous unit, ce que nous avons en commun. Oui. Honorable Manon Janotte, Will Allen, vraiment pour votre accueil, pour cette conversation. Vraiment, ça a été un plaisir, un bonheur, vraiment. Will Allen. Will Aliok, c'est un plaisir pour moi. Will Allen, c'est pour une personne. Will Aliok, c'est quand il y a plusieurs personnes. Alors, Will Aliok, à vous pour cette belle discussion. C'était super agréable. Merci beaucoup. Un immense merci à l'honorable Manon Janotte, lieutenant-gouverneur du Québec, de nous avoir accueillis dans ses bureaux pour nous faire mieux connaître son parcours, sa fonction et ses aspirations. L'émission Confluent est portée par l'organisme de solidarité chrétienne avec les premiers peuples Mission Chez Nous. Pour en savoir plus, www.missioncheznous.com. À la semaine prochaine, Catherine. À la semaine prochaine, Mathieu. Cette émission est produite par l'organisme Mission Chez Nous avec le généreux soutien financier des œuvres Marianne Lavallée de la Fondation Lucien Labelle et du Fonds Roland Leclerc.